Le remaniement, les annonces de Sébastien Lecornu, on en parle avec mes camarades tout de suite. Bonjour Elisabeth Martichoux. Bonjour à vous. Très content d'être avec vous, éditorialiste politique, Public Sénat, et puis monsieur Yves Tréhard. Bonjour Yves. Bonjour Steve. Directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Juste déjà peut-être sur la forme de cet entretien accordé par Sébastien Lecornu. Il fait peu de télé quand même, Sébastien Lecornu. C'est une stratégie délibérée, Elisabeth? Ah bah carrément. Il ne fait pas du tout de télé, il fait des perrons à l'ancienne. On l'a bien noté, avec une certaine gourmandise. C'est le style sans esbrouf. Voilà, c'est le style Lecornu qu'il cultive avec beaucoup de soin. Hein. Ça n'a rien du hasard. Donc il a fait un plateau de France 2. Il a fait des perrons et il a commencé, c'est ce que disait notre confrère, il a commencé par la PQR, il poursuit par la PQR. Voilà, pour surtout trancher sur... la période, quand même, il l'a bien compris, commande un peu de modestie. Donc il s'est donné un mal fou pour rester là où il est et que la France ait un budget, ce qui n'est pas rien. Et maintenant, il annonce un programme sans trop de risques. Il n'y a toujours pas de majorité, Sébastien Lecornu. Mais en tout cas, sur le style, oui, pas de télé. C'est pas la peine de rouler des mécaniques. Il cultive encore ce style avec son pull, son petit pull, sa veste... à l'ancienne, donc oui. C'est le plus jeune à l'ancienne, mais il n'est pas là non plus, comme dirait son patron Emmanuel Macron, pour peigner la girafe, et donc il est venu dire dans la presse quotidienne régionale ce qu'il comptait faire. Figaro, il ne vient pas? Pourquoi il ne vient pas chez vous, Sébastien Lecornu? Oh bah, il pourra venir, bien sûr que les portes sont grandes ouvertes et il est notre invité permanent, si je puis dire. Et d'ailleurs, on parle beaucoup de lui, que ce soit... à la télévision, même s'il n'y vient pas. Et donc c'est une stratégie, effectivement. Mais c'est une stratégie. Lui fait peu d'interviews, mais on parle beaucoup de lui. Oui, c'est pas son option. Son option, c'est effectivement, comme l'a très bien dit Elisabeth, c'est une espèce de modestie et qui est conforme aussi, je pense, à ce que demandent les Français. Et puis il est d'une certaine façon, il cherche à se démarquer par rapport à ses prédécesseurs. François Bayrou a fait beaucoup de médias. Lui, c'est pas son style d'action ou de parole. Et aussi vis-à-vis peut-être du président de la République, c'est une façon d'être qui est beaucoup moins dans le show-off que peut l'être le président de la République quand il prend la parole. Où on sent qu'il aime le sens de la mise en scène. Alors, c'est l'anti-lunette de soleil, c'est l'anti-faucheur. C'est vraiment... Là, il y a une complémentarité totale. Bien sûr. Oui, peut-être une envie effectivement de se démarquer aussi, de mettre des points dans l'opinion sur les annonces, sur le fond. Alors on peut dérouler toute la feuille de route, mais déjà Sébastien Lecornu nous parle d'ajustement ministériel à venir dans les prochaines heures. Pourquoi ce terme? Pourquoi on ne parle pas de remaniement? C'est quoi la différence entre un ajustement ministériel et un remaniement ministériel? Oui, alors avant on disait remaniement technique, et puis c'était par communiqué que c'était annoncé. Là pour le coup, pas de secrétaire général de l'Élysée qui vient annoncer un remaniement. C'est vers cela qu'on s'oriente. Parce qu'en fait, c'est Rachida Dati qui est obligé de partir pour la mairie de Paris, qui oblige à ce mouvement. Il y a deux autres ministres qui, pour des raisons aussi liées au municipal, doivent partir. Monsieur Fournier, Madame Ferrari. Donc, toujours pareil, dans le fond. C'est pas d'esbrouf. Les ministres doivent travailler. Il y en a certains, sans doute, qui auraient voulu bouger à l'intérieur du gouvernement. Ils ne sont pas très contents de leur portefeuille. Mais je pense qu'il va faire le minimum, ne pas mettre de projecteur particulier sur le gouvernement. Le départ de Rachida Dati met suffisamment la lumière sur un mouvement qu'il voudrait extrêmement modeste. Donc, elle va partir pour essayer de gagner la mairie de Paris. Elle sera remplacée, dit-on, par Catherine Pégard, qui est dans le paysage. Alors qui est-ce? Oui, c'est conseiller culture à l'Élysée. C'est la conseillère culturelle d'Emmanuel Macron, mais elle a très longtemps présidé Versailles, le château de Versailles, l'établissement public château de Versailles. Elle a travaillé avant avec Nicolas Sarkozy. C'est une ancienne consoeur. Ouais, c'est une ancienne consoeur. C'est une journaliste du Point, brillante éditorialiste. Mais qui ne sera pas dans le même style que Rachida Dati, c'est autre chose. Son nom, c'est pas fait. Non, c'est pas fait. Donc, il faut mieux peut-être pas trop... faut pas aller trop loin, quand même. Hein. Ouais. Par respect pour elle et pour la fonction, c'est pas la peine de... Mais alors, sur ce remaniement ministériel... Non, c'est un ajustement. Je crois que, de toute manière, je vais vous dire une chose. Les Français, à part effectivement le cas de Rachida Dati, qui a une notoriété nationale, voire internationale,
je défie quiconque de me donner le gouvernement de mémoire, de connaître tous les ministres et tout, même nous. On est bien embarrassés. Parfois on en découvre. Parfois on en découvre. Évidemment. Donc, je pense que c'est pas vraiment le souci des Français. C'est le cadet de leur souci, même, je vais vous dire. Ce qu'ils veulent, c'est payer moins d'impôts, c'est avoir plus de pouvoir d'achat et que leur sécurité soit assurée. Le reste, c'est vraiment pas leur problème. Et que ça soit Monsieur Tartemuche ou Madame Tartampion qui occupe telle fonction, c'est vraiment secondaire pour eux, à mon avis. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est produit depuis que Emmanuel Macron est là. Depuis que Emmanuel Macron est président de la République, on a retenu le nom des premiers ministres, mais après il y a eu un défilé de ministres permanents. Beaucoup de techno, mais il y avait aussi, c'était peut-être plus politique pendant le premier mandat. Peu de figures de premier plan, qui étaient connues nationalement. Donc ça a été, de ce point de vue d'ailleurs, assez particulier sous la Ve République. On peut donner ce point à Sébastien Lecornu, c'est qu'il prend en compte ce que vous dites. C'est-à-dire que pour les Français, ils sont très très loin et ça fait quand même plusieurs gouvernements dont on ne connaît que 2-3 ministres, les autres restent inconnus. Il en prend acte, il en tient compte. D'autres peut-être auraient voulu faire un petit peu plus, donner un peu plus d'éclat à un mouvement. Il ne le fait pas. Ça fait partie des qualités, en tout cas de la lucidité politique de Sébastien Lecornu. Mais là où il prend le contre-pied aussi de François Bayrou d'ailleurs, qui lui voulait des poids lourds. Vous vous souvenez, il avait dit qu'il voulait des poids lourds autour de lui. Mais il y a quand même des annonces. Il y a eu des annonces de Sébastien Lecornu pour les prochains mois. Loi d'urgence agricole, décentralisation, PPE, donc ça c'est l'énergie. Est-ce que selon vous, c'est un programme satisfaisant, consistant? Est-ce que ça va intéresser les Français, pour reprendre la formule de Yves, Elisabeth? Alors, la PPE, c'est compliqué de comprendre exactement programmation pluriannuelle de l'énergie. Je pense que je défie là aussi quiconque, y compris nous, d'expliquer exactement quels sont les enjeux. Or, c'est important puisque c'est le programme énergétique de la France. C'est très attendu, ça a été différé. Je dirais que c'est un programme plus globalement. Donc, il y a la PPE, il y a une petite mesure. Quand je dis petite, c'est comme ça qu'elle sera regardée par une grosse partie de la droite sur l'AME. Et ça, c'est pour quand même... L'aide médicale d'État. Voilà, pour donner satisfaction en partie à LR. Il y a 2 décrets qui ont été publiés hier, en tout cas, ça a été annoncé comme tel au journal officiel pour avoir une perspective de 180 millions d'économies en luttant contre la fraude sur l'aide médicale d'État. On rappelle qu'elle coûte 1,2 milliard. Oui. Donc il y a cette mesure-là et il y a effectivement la loi agricole. Je dirais que Sébastien Lecornu, dans sa situation, il essaye de faire avancer des dossiers sans risque. Voilà, parce qu'il peut pas chercher à chaque fois des majorités comme il l'a fait sur le budget. Non, sans risque, oui, mais il y a quand même des sujets sensibles. Il y a quand même des sujets sensibles. La fin de vie, c'est parlementaire. Vous avez vu qu'il n'y a pas accordé énormément de place hier dans l'interview, parce que maintenant, c'est après le Sénat qui a vidé une partie de la loi, c'est à l'Assemblée nationale. Donc il fait ce qu'il peut faire, lui, à Matignon, c'est-à-dire des décrets, et la PPE par décret, qui ne passe pas par le Parlement. Eh bien, c'est une façon d'essayer d'être efficace sur ce sujet, quand même. D'ici à la présidentielle, c'est 1 an et demi, on est quoi, 1 an et 2 mois. Donc ça va être une année utile, selon vous, une année inutile? C'est toujours l'éternel débat. On sait très bien que l'année entière ne sera pas complètement utile, parce que nécessairement, il y aura la présidentielle, la campagne qui va s'installer, qui va s'inscrire dans le temps et qui empêchera le gouvernement, d'une certaine façon, de prendre certaines dispositions. Bon, là, c'est vrai qu'il a raison, il passe par décret pour... en plus, c'est un sujet extrêmement polémique, où tout le monde n'est pas d'accord dans la classe politique, dans le personnel politique, sur l'énergie. Quel est le rapport entre les énergies renouvelables et les énergies et le nucléaire? C'est un peu ça, l'objet du débat. Bon, ils ont décidé de revenir en arrière. C'est là où l'incohérence est totale. Après des années et des années où on a ralenti le nucléaire dans notre pays sous la pression des Verts, aujourd'hui, on s'aperçoit que dans le contexte géopolitique que nous vivons, c'est quand même bien pratique d'avoir l'énergie nucléaire qui en plus est décarbonée et qui la France a la chance d'avoir cette
ce dispositif qu'il faut moderniser, améliorer, mais qui coûte cher, bien sûr. On pense que Nicolas Hulot, en 2010, ministre de l'Environnement, annonçait la fin du nucléaire. Vous vous rendez compte à quel point on a changé de monde. On a changé de monde. C'est ce qui rend sous la présidence Macron furieux les Français vis-à-vis des politiques, parce que c'est des changements de pied qui sont inexplicables et qui sont d'ailleurs injustifiables. Autre sujet qui suscite la colère, ou en tout cas l'incompréhension des Français, c'est l'affaire Epstein. Le poison de l'affaire Epstein, il continue de se répandre en France. Ce week-end, après plusieurs jours d'appel en ce sens, Jack Lang a finalement démissionné de la direction de l'Institut français du monde arabe. On voit les détails avec Fabien Recker. La classe politique unanime pour saluer la démission de Jack Lang à la tête de l'Institut du monde arabe. L'ancien ministre de la Culture dans la tourmente depuis les révélations sur sa proximité avec Jeffrey Epstein et l'ouverture d'une enquête concernant les liens financiers de la famille Lang avec le criminel sexuel américain. Il faut être exemplaire et donc la justice, elle doit passer pour les puissants comme pour les autres. Et donc il doit maintenant se soumettre à ce temps judiciaire. Il devait partir, il devait quitter l'Institut du monde arabe. Parce que la démission, c'est la façon de protéger l'institution. Plaidant la naïveté face à Jeffrey Epstein, pourtant déjà condamné en 2008 dans une affaire pédocriminelle, Jack Lang clame son innocence face aux accusations de blanchiment de fraude fiscale dont il fait l'objet. Jack Lang a peut-être fraudé l'impôt, était probablement ami de Jeffrey Epstein, et en plus, il a ruiné l'Institut du monde arabe. À bon débarras, sincèrement. À 86 ans, Jack Lang allait achever son 4e mandat à la tête de l'Institut du monde arabe. Son nom apparaît 673 fois dans les Epstein Files, ces millions de documents rendus publics par la justice américaine. Chérie, vous faites votre une au Figaro sur cette affaire Epstein et notamment sur cette démission de Jack Lang. C'était devenu, on voit la une à l'écran, c'était devenu intenable pour Jack Lang? Oui, ça paraissait difficile, si vous voulez, qu'il puisse continuer. Il y avait une pression unanime de tous les partis politiques qui étaient... Et puis, je pense que aussi, vis-à-vis des Français, c'était pas possible. Surtout que ce qui a ajouté, si vous voulez, de la pression à la pression existante et qui s'exerçait, c'est qu'on n'avait pas compris, il y a 3 ans, pourquoi le président de la République s'obstine à renommer un homme qui, malgré tout, bon, c'est la vie, mais avait 83 ans, avait déjà fait plusieurs mandats, alors qu'il fallait renouveler, si vous voulez, la présidence de l'Institut du monde arabe. Donc là, on n'avait pas bien compris comment et pourquoi le président de la République avait voulu reconduire Jack Lang. C'était... vous savez, on dit souvent que la République a ses fromages. Ben, c'était un fromage qui était pour Jack Lang. Donc ça a évidemment beaucoup interrogé. Et puis bon, bah là, les doutes qui pèsent et qui l'entourent font que il n'avait pas d'autre solution. Alors je vous écoute attentivement et je vous lis très attentivement aussi, Yves, parce que j'ai lu votre émission ce matin. Est-ce que Yves dit et écrit que ça entache d'une certaine manière aussi un peu la gauche, cette affaire, puisque Jack Lang était le symbole de cette gauche culturelle, de cette gauche des années 80. Est-ce que selon vous, Elisabeth, ça écorne un peu l'image du Parti socialiste et des socialistes de manière générale? Oui, alors c'est l'ancienne gauche. C'est la gauche de François Mitterrand. La gauche caviar. Évidemment, c'est la gauche caviar, si vous voulez. C'est la gauche. Il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Je sais que ça a été très contesté par une partie de la droite, mais la politique culturelle de Jack Lang a fait quand même rayonner le pays, comme peu d'ailleurs. C'était assez comique parce qu'à chaque fois qu'il était quelque part, Jack Lang, il éclipsait le ministre de la Culture du moment. Oui. Parce qu'effectivement, il a eu des actions marquantes en termes de culture et qui sont dans notre vie quotidienne. Alors maintenant, effectivement, c'était aussi une gauche qui vivait dans un sentiment d'impunité. Le mot est délicat à employer puisqu'il n'y a pour l'instant aucune accusation criminelle à proprement parler. Oui, il faut le rappeler, c'est bien de le rappeler. Aux activités pédocriminelles d'Epstein. Ça n'est pas ça, c'est un problème d'argent. Et il faut savoir ce qui est devenu l'argent qu'Epstein a donné à Jack Lang.
puisque ça a été dans des paradis fiscaux et qu'on ne sait pas du tout dans quelle poche c'est tombé finalement. Est-ce qu'il y a eu des contreparties? C'est ça les questions. Et la justice doit répondre pour défendre les victimes. Ce qu'il faut rendre justice aux victimes d'Epstein. Donc la justice doit passer. Pour le reste, c'est la vieille gauche qui pensait, Jack Lang en est l'illustration, qui vivait sur la République, voilà, sur l'argent de la République et des amis et du mécénat. Et voilà, c'était autre chose. Aujourd'hui, le Parti socialiste, outre qu'il fait un 75% à la dernière présidentielle, si vous voulez. Je précise qu'Olivier Faure a salué la démission précisément de Jack Lang, démission qu'il demandait. Les Insoumis, eux, demandent une commission d'enquête parlementaire sur toute cette affaire. Vous y êtes favorable, Yves ? Oui, maintenant c'est la mode. Sur n'importe quel sujet, on fait des commissions d'enquête parlementaire. Simplement, ces commissions d'enquête parlementaire, à quoi servent-elles? Sinon, est-ce qu'elles ont une issue? Est-ce que ça débouche sur des décisions, sur des réformes? C'est ça qu'il faudrait aussi. Référence à la commission sur l'audiovisuel public. Un jour, il faudra faire une commission sur les commissions, un jour, vous savez, pour savoir ce que ça donne. Parce que, une commission, pourquoi pas une commission d'enquête parlementaire? Non, mais Jack Lang, si vous voulez, c'était l'esprit de cour, c'était la courtisanerie, c'était la monarchie socialiste, quoi, d'une certaine façon. Avec tous les abus que ça pouvait comporter, ce qui était assez cocasse d'ailleurs quand on sait combien François Mitterrand au début n'appréciait pas les institutions de la Ve République. Il en a bien profité. Le coup d'État permanent. On passe à un autre sujet, les amis. Jordan Bardella qui lance la campagne, pas celle de la présidentielle, quoique non, celle des élections municipales. Le chef du RN était ce week-end en déplacement dans l'Hérault et à Carcassonne pour soutenir des candidats du parti. Écoutez-le. On rentre dans la dernière ligne droite de la campagne. Les élections municipales, en tout cas le premier tour, sont dans 5 à 6 semaines. Donc l'objectif maintenant, c'était de mobiliser les Français, mobiliser nos électeurs et de faire passer le message que l'alternance commence dans les communes françaises. Le Rassemblement national peut gagner des communes en nombre et c'est évidemment une marche supplémentaire à franchir avant l'accession au pouvoir. Nos maires seront des maires intransigeants face à l'insécurité et ils se battront pour la paix fiscale. Alors Elisabeth, là on ne le voit pas forcément sur ces images, mais il y a une vraie ferveur autour de lui, difficile même de l'approcher, Jordan Bardella. Comment vous expliquez cette effervescence ? Il y a un effet groupie qui est extravagant quand même, il faut le reconnaître. Mais le combo, la combinaison entre la structure très solide du vote RN et la personnalité de Jordan Bardella fait qu'aujourd'hui, effectivement, c'est très efficace, y compris dans les sondages. À Carcassonne, les reporters racontaient qu'il avait du mal à progresser vraiment de centimètre en centimètre, tellement il y avait comme vous dites, de ferveur, il y a un caractère un peu sacré dans le mot, en tout cas d'enthousiasme. Voilà, on a envie de voir Bardella, de faire les fameux selfies. C'est l'homme au selfie, sans doute qui les dégaine le plus dans le paysage poétique. Donc il y a un phénomène Bardella populaire qui aujourd'hui joue à fond. Et en plus, il a l'art de poser quelques pièges, quelques bombinettes à LR comme il a fait cette semaine-là. Alors ce que disent aussi les reporters, c'est que on voit ces images, beaucoup de ferveur ou d'enthousiasme, mais il ne s'arrête pas pour discuter avec les gens, pour échanger avec les gens, pour recueillir un peu les impressions sur le terrain. C'est-à-dire quoi? Il n'a pas grand-chose à dire, c'est juste un phénomène médiatique. Yves? Faut qu'il apprenne peut-être, il est jeune. Non, on va voir, je sais pas. Moi, j'étais pas à Carcassonne, donc je peux pas. Mais bon, je pense que quand même, il a le souci d'aller au devant des gens et il a même pas besoin d'aller au devant parce que c'est les gens qui vont vers lui. Ouais. Mais il va. Vous savez, la campagne va être très très longue, parce que là, on parle de la campagne municipale, mais lui, c'est quand même le début de la campagne présidentielle. Là, c'est ça qui joue là quand il fait. Évidemment, on va pas se raconter d'histoire. Je pense que Marine Le Pen, malheureusement pour elle, ça paraît assez compliqué qu'elle soit présente à l'élection présidentielle. Donc il s'y prépare d'une façon ou d'une autre et il prépare le terrain. Donc là, les élections municipales, c'est un tour de chauffe pour lui. Il va soutenir des candidats ici ou là, à droite, à gauche. Et ça lui permet aussi de commencer à enraciner sa campagne dans le territoire, auprès des gens, et on voit que ça marche puisqu'il y a beaucoup de monde. Et Bardella qui dit ne pas exclure des listes d'union au second tour pour faire battre l'extrême droite, c'est une manière aussi de tendre la main aux LR. Les LR, justement, vous aviez Michel Barnier qui était chez vous, chère Elisabeth, et pour lui, l'union des droites, jamais de la vie. Écoutez Michel Barnier sur LCI hier.
J'entends ce que disent les leaders des uns et des autres. Moi, je ne plaide pas et je ne plaiderai jamais pour une alliance avec les formations d'extrême droite. M. Bardella, pas plus que quiconque, est propriétaire de ses voix. C'est pas pour tout de suite l'union des droites quand on entend Michel Barnier. Xavier Bertrand dit la même chose. Il est un peu traumatisé. Ils sont tous traumatisés par l'élection de Haute-Savoie qu'ils ont perdu à plat de couture face à un candidat ciotiste LR. Le président LR de ce fief de Haute-Savoie n'est même pas allé voir messieurs Vauquier et Retailleau quand ils sont allés soutenir leur candidat. Il n'a pas appelé à voter LR au second tour. C'est ça qui se passe. Ça se passe comme ça, par exemple dans le sud-est, à bas bruit, mais il y a énormément de conseillers ou de maires LR qui sont obligés de prendre des candidats plus ou moins RN déclarés sur leur liste pour arriver à se refaire élire. Donc c'est très très compliqué. Ils sont effectivement piégés. Alors, est-ce qu'il y aura vraiment des listes communes pour le second tour? Je ne sais pas, mais ça travaille à la base, c'est évident. Ça travaille, la poutre travaille, c'est ça? Oui, parce que de toute manière, ça va se faire par les électeurs, ça ne va pas se faire par les têtes. L'union des droites, mais vous dites ça va se faire, c'est ce que vous dites. J'en sais rien, non, je ne sais pas si ça va se faire, mais si ça doit se faire, ça se fera par là. Parce que de toute manière, vous avez toute une ancienne garde, je dirais, de la droite traditionnelle, républicaine, classique, héritière de De Gaulle, de Chirac. C'est absolument impossible pour eux qui pactisent avec le Rassemblement national. Impossible. Vous interrogez Mme Pécresse, M. Copé, M. Barnier, M. Bertrand, tous ces anciens qui ont été ministres de Jacques Chirac. Mais regardez Éric Ciotti. Oui, mais Éric Ciotti, c'est pas la même génération, attention. C'est une question générationnelle. Il n'a jamais été ministre de Jacques Chirac, Éric Ciotti. Si vous me permettez l'expression, c'est un petit jeune par rapport à... Je vous permets, il sera content. Éric Ciotti est un petit jeune. Non, mais je veux dire par là que... C'est la punchline du jour. Je veux dire par là, c'est que il n'a pas été ministre, il n'a même pas été ministre de Nicolas Sarkozy, d'ailleurs. Et Dieu sait s'il espérait. Il espérait. Donc ça n'a rien à voir. C'est pas du tout le même état d'esprit. Éric Ciotti, d'une certaine façon, il a fait ce geste-là parce que il n'en pouvait plus de ne pas avoir été ministre, de pas avoir. Il pensait qu'il serait ministre quand il a rallié le Rassemblement national entre les deux tours ou juste avant l'élection législative de 2000. Vous voulez dire si le RN avait gagné? Ah oui, exactement. Donc non, ça n'a rien à voir. Mais l'union des droites, si union des droites il y a, elle ne pourra se faire que par la base, par les électeurs. Mais bon. Jusqu'à un certain point. Ce qui veut dire quand même qu'il y a... Vous avez quand même une large partie d'électeurs de droite qui, économiquement, ne peuvent pas concevoir qu'une figure du Rassemblement national soit à la tête du pays. Regardez le budget, le comportement qu'ils ont eu pendant le budget. Ils ont voté des taxes en voiture, voilà. Bon, on en reparlera, j'imagine, de cette union des droites ou pas. En attendant, c'est l'histoire du jour, les amis. L'histoire du jour, c'est toujours beaucoup d'amour sur Public Sénat. Aujourd'hui, je vous présente Sophie Valdès, une Pyrénéenne de 43 ans, secrétaire médicale de formation, mais qui a tout envoyé valser pour se consacrer à sa passion, la vaisselle ancienne et les décorations vintage. Elle a monté sa boîte de location et propose de sublimer vos tables les plus banales pour un mariage, un baptême, un repas de fête, un anniversaire. Sophie a toujours la solution. Plusieurs personnalités politiques ont fait appel à ses services, dont Emmanuel Macron himself. La belle histoire est à lire dans La Dépêche. C'est pas aujourd'hui, mais c'était il y a quelques jours. Vous pouvez le retrouver sur le site internet. Merci beaucoup, Elisabeth. Merci, Steve. Merci beaucoup, Yves. Peut-être qu'on peut voir la une du Figaro. Avec plaisir. Elle est consacrée en tout cas à l'affaire Epstein et à Jack Lang, à cette démission. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été là ce matin. Merci à vous devant votre écran. Ce soir, vous retrouvez Thomas Hugues pour Sens Public. Excellente journée à tous sur Public Sénat. Bye bye.